Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Alexis Thombo Mwamba, élu président du Sénat en République démocratique du Congo. Le candidat du Front commun pour le Congo l'a emporté avec 65 voix contre 43 pour son adversaire, Modeste Bahati Lukwebo. Comment développer l'entrepreneuriat des jeunes ? Question au cœur du forum Tony Elumelu. L'événement s'est poursuivi ce samedi dans la capitale nigériane. Depuis sa première édition en 2015, le programme de la Fondation a soutenu des milliers d'entrepreneurs à travers tout le continent. Les populations vulnérables particulièrement visées. Au Maroc, l'association de lutte contre le sida alerte les pouvoirs publics sur l'hépatite C qui sévit dans le pays. Le virus est responsable de 5000 décès chaque année. L'urgence d'adopter un plan national de lutte, thématique retenue pour une conférence qui s'ouvre ce dimanche. Il devient donc le deuxième personnage de l'État. Alexis Thombo Mwamba prend la tête du Sénat en République démocratique du Congo. Il a été élu ce samedi. Il signe une large victoire face à Modeste Bahati Lukwebo. Il faut dire que l'ex-ministre de la Justice était soutenu par le très puissant FCC, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila. On va entendre tout de suite le nouveau président de la Chambre haute qui s'exprime donc au sujet de son élection. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre Sénat. En effet, vous venez d'inscrire une nouvelle page de l'histoire de la Chambre haute de notre pays en m'élevant démocratiquement à la tête de son perchoir en même temps que mes autres collègues du bureau. Permettez-moi donc, distingués collègues, d'adresser mes sincères remerciements. Attentat, enlèvement, le Burkina Faso face à la menace terroriste. Depuis 4 ans, le pays est victime d'attaques fréquentes et meurtrières. Le Burkina Faso devenu depuis une cible depuis 2015 et l'insécurité ne cesse de prendre de l'ampleur. Illustration d'une région qui s'enfonce dans la violence. Philomène Tine. Depuis 2016, le nord et l'est du Burkina Faso subissent des attaques pour la plupart revendiquées par des groupes terroristes. 3 principaux mouvements ont établi un front dans ces parties du pays et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la lutte contre la radicalisation et le terrorisme sont devenus un défi majeur pour les autorités de toute la région du Sahel. La situation n'est pas aussi sécurisée qu'on le dit. La province du Salmatenga qui était très loin d'être concernée est aujourd'hui au centre donc des attaques terroristes. Peut-être que certaines zones ont connu une accalmie. Je veux parler du Grand Nord. Il y a beaucoup moins d'attaques. Également, l'Est, on n'entend plus parler des attaques de façon assez récurrente. Mais apparemment, cela s'est recentré plus proche de la capitale maintenant. Les dégâts engendrés par le terrorisme au Burkina Faso ont un impact sur plusieurs secteurs. La cohésion sociale semble aujourd'hui fragilisée. L'éducation est de plus en plus menacée avec notamment des milliers d'écoles qui ont été fermées, mais pas seulement. Il y a le relèvement du budget du ministère de la Défense, de jusqu'à 30%. Il y a l'adoption de la loi de programmation qui verrouille en quelque sorte les moyens sur 5 ans. Et on sait bien que beaucoup de choses sont en train de se faire. La nature même du conflit fait qu'il est assez difficile d'avoir des résultats probants de façon radicale. Le Burkina Faso est confronté actuellement à une crise humanitaire sans précédent. Les affrontements intercommunautaires et les attaques terroristes dans le nord du pays ont provoqué des déplacements massifs de population, détériorant davantage la situation de communautés déjà vulnérables. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement. Le forum annuel de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat s'est poursuivi ce samedi à Abuja. La Fondation Tony Elumelu, la plus importante philanthropie africaine engagée pour l'autonomisation des entrepreneurs. Et cette année, plus de 7000 entrepreneurs africains ont été sélectionnés pour cette édition. Solène Duplessis. Promouvoir le développement de l'entrepreneuriat en Afrique, notamment celui des jeunes, c'est l'ambition de la Fondation Tony Elumelu pour l'entrepreneuriat. Des milliers de jeunes entrepreneurs, des chefs d'État et des acteurs du secteur privé étaient réunis à l'occasion de la 5e édition du forum annuel de la Fondation. L'une des priorités du programme, l'autonomisation des jeunes sur le continent, une jeunesse africaine qui représente un levier important de développement. Je fais de la jeunesse une priorité étant donné que je pense, et je l'ai toujours dit, qu'au-delà de toute
les richesses et les potentialités que contient notre pays, c'est d'abord, la première d'entre elles, c'est la jeunesse. La jeunesse est une arme efficace pour le développement. La part de la jeunesse dans la population africaine enregistre en effet une croissance exponentielle. 60% des Africains ont moins de 24 ans, une démographie qui impose la création massive et rapide d'emplois en stimulant le marché du travail. Notre continent, nous le savons, est un continent qui a une population très jeune. En moyenne, si je prends le cas du Sénégal, 70% de la population a moins de 30 ans. Moins de 30 ans. C'est dire que le défi de l'emploi des jeunes, mais l'emploi à travers l'entrepreneurship, reste un défi que nous devons relever ensemble. La fondation Tony Elumelu a consacré 100 millions de dollars pour son programme d'entrepreneuriat, dont l'objectif est l'autonomisation de 10 000 entrepreneurs sur le continent en 10 ans. Son fondateur, le Nigérian Tony Elumelu, a établi des partenariats avec des organisations mondiales afin d'atteindre ses objectifs de développement durable. 23 millions de dollars, le montant de la contribution de la Côte d'Ivoire à l'économie sénégalaise au premier trimestre 2019, ce qui place le pays directement au premier rang des fournisseurs d'investissements productifs étrangers au Sénégal. La Côte d'Ivoire devant la Suisse, qui a investi un peu plus de 15 millions de dollars, ou encore devant les 14,7 millions de dollars d'investissements chinois. Au Maroc, 400 000 personnes vivent avec l'hépatite C. On compte en moyenne 16 nouvelles infections chaque jour. Et chaque année, ce sont 5 000 décès directement liés à l'épidémie. Malgré ce bilan alarmant, le Maroc ne dispose toujours pas d'un plan stratégique de lutte contre les hépatites virales. Face à l'urgence, les associations interpellent le gouvernement. Kamesh Katapoulé. Ce mardi 23 juillet à Casablanca, la LCS, l'association de lutte contre le sida, a réclamé au gouvernement le lancement du premier plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales pour la période 2017-2021. Un plan établi par le ministère de la Santé en 2016 qui vise à éliminer le VHC d'ici 2030. La LCS souhaite lancer le PSN avant la journée mondiale de lutte contre les hépatites qui se déroulera le 28 juillet 2019. Aujourd'hui, concrètement, un bénéficiaire du RAMED atteint de l'hépatite C n'a pas accès au traitement parce qu'ils ne sont pas disponibles dans les hôpitaux. Ces médicaments n'ont pas encore été achetés. Si le plan est lancé, il y aura un appel d'offres du ministère de la Santé pour ce médicament qui est disponible sur le marché. Pour rappel, 5000 Marocains meurent chaque année du virus de l'hépatite C, soit 15 personnes par jour selon les données de la LCS. Au-delà du lancement du PSN, la LCS réclame une baisse du coût du diagnostic, des médicaments génériques, de la prise en charge et du traitement par le RAMED. Enfin, l'association souhaite démocratiser le traitement aux populations les plus vulnérables. Au jour d'aujourd'hui, tout est prêt, le plan est élaboré, il y a un plan d'action et on ne sait pas pourquoi le ministère ne veut pas le lancer. Alors qu'il y a des directives de haut niveau politique, c'est-à-dire du monarque, pour que le Maroc se dote d'un plan stratégique. Selon une étude menée conjointement par la LCS et Coalition Plus, l'accès au traitement au Maroc permettrait de sauver plus de 71 000 vies et prévenir 140 000 nouvelles infections d'ici 2050. 6 mois qu'il a fait son apparition sur scène et déjà beaucoup de succès. François Nzegiyumva, ou le nouveau visage de la musique traditionnelle rwandaise, une montée en puissance fulgurante pour le musicien actuellement en concert dans tout le pays. Son portrait par Fraternanda Kiaisenga. Cela fait un peu plus de 6 mois que François Nzegiyumva est connu sur la scène musicale rwandaise et depuis, ces 2 chansons ont fait le tour du monde. Dans le pays, tout le monde connaît Iggy Supu Supu, un qualificatif employé par l'artiste dans sa première chanson, Maria Jeanne. Son succès, l'homme de 40 ans le doit à un instrument oublié de la musique traditionnelle rwandaise. Je savais jouer cet instrument de musique depuis que je suis tout petit, mais je ne savais pas qu'on pouvait vivre de la musique. J'ai toujours été cultivateur, mais un jour j'en ai eu assez et je me suis dit que je pouvais vivre de la seule chose que je sais très bien faire. Au début, ça n'a pas été facile et tout le monde me prenait pour un fou. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu car je vis de mon art.
C'est en 2008 que François décide de vivre de sa musique en jouant pour les passants dans les rues ou au marché de son village natal à l'est du pays. Il est ensuite découvert par un promoteur de talent qui lui propose d'aller en studio pour professionnaliser son art. Quand l'audience découvre son style début 2019, elle tombe sous le charme. J'ai vu le potentiel, je me suis dit avec l'instrument traditionnel, avec la façon de danser, de chanter, il y a aussi le texte. Tout mis ensemble, c'est ce que les Rwandais cherchaient. Tout le monde reconnaît François. Tout le monde. Les enfants qui commencent à parler, ils prononcent le mot Gisupusupu. Personne n'a encore réalisé ce qu'il est en train de faire parce que personne ne l'a jamais fait au Rwanda. Personne. Les talents comme Nsengiyumva, il y en a beaucoup au Rwanda selon les experts et il faut les promouvoir à tous les niveaux. Entre-temps, il se lance dans une campagne de révalorisation de la culture rwandaise à travers le chant, car s'il faut faire connaître sa culture à l'étranger, il faut d'abord commencer chez soi selon Nsengiyumva. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.